Bonjour, voici la fin de votre cours de chimie chapitre 8. Nous en étions restés la dernière fois au point petit 2 sur les énergies de liaison. On avait découvert la formule littérale qui permet de relier la quantité d'énergie thermique libérée par le système chimique vers le reste de l'univers, tout étant du point de vue du reste de l'univers, qui est égale à la masse de combustible multipliée par le pouvoir calorifique de ce combustible. Le pouvoir calorifique étant la quantité d'énergie que peut libérer un combustible vers le reste de l'univers lors de sa combustion totale. Et il s'agit d'une quantité d'énergie par unité de masse, c'est-à-dire par kilogramme. Une deuxième approche de l'énergie qui peut être mobilisée lors d'une combustion complète d'un combustible est en rapport avec les énergies de liaison. Le premier point à souligner en rouge, le grand E petit l xy est donc l'énergie de liaison entre deux atomes que j'ai appelés ici X et Y. Cette énergie de liaison correspond tout simplement à l'énergie qu'il faut en phase gazeuse pour dissocier la liaison covalente XY, c'est-à-dire prendre la liaison covalente entre les deux atomes X et Y à l'état physique gazeux, puis les dissocier, c'est-à-dire obtenir le X, atome isolé, et le Y, atome isolé, sans plus aucune liaison covalente. Donc l'énergie de liaison, par définition, est une énergie positive du point de vue du système chimique, qui est la liaison covalente, les atomes et leur liaison covalente. Il faut que ces atomes reçoivent de l'énergie pour pouvoir rompre cette liaison covalente. Les valeurs des énergies de liaison qui sont tabulées, c'est-à-dire présentées dans des tableaux, sont des valeurs moyennes, car elles dépendent des deux atomes engagés, mais aussi des autres atomes auxquels ils sont liés. Ce n'est pas la même chose si on prend par exemple la situation énergie de liaison entre un carbone et aux deux extrémités de cette molécule des hydrogènes. L'énergie pour rompre la liaison entre les deux atomes de carbone ne serait pas exactement la même que si l'on prend une molécule dans laquelle les deux carbones sont reliés à des carbones. Je ne complète pas avec les hydrogènes, mais dans ce cas-là, l'énergie de liaison pour rompre cette liaison serait différente de celle que l'on a observée dans la première molécule. Donc c'était ça le commentaire. Vous devez donc juste retenir l'énergie de liaison et retenir que ces énergies de liaison sont celles qui correspondent à la dissociation de la liaison covalente XY en phase gazeuse, c'est-à-dire tout le monde dans l'état physique gazeux. Le petit 3, l'énergie molaire de combustion. L'énergie molaire de combustion est notée ΔE combustion, à souligner en rouge. Il s'agit d'une énergie thermique, toujours et encore, molaire, libérée par le système chimique lors de sa combustion vers le reste de l'univers. Le point de vue adopté est cette fois-ci le système chimique, donc différent du petit 1 que nous avions traité précédemment. Ce qui veut donc dire ici que comme on est du point de vue du système chimique, cette énergie libérée par le système chimique lors de sa combustion est donc négative. Cette grandeur est exprimée en joules par mol, il s'agit d'une énergie molaire et non plus une énergie massique comme l'énergie que nous avions traitée la dernière fois dans le petit 1. On se retrouve donc avec une relation littérale qui somme toute est assez logique. L'énergie de combustion qui est donc en joules par mol est égale à l'ensemble, c'est-à-dire la somme des énergies de liaison de toutes les liaisons qu'il faut rompre, donc côté réactif, moins la somme des énergies de liaison formées. Quand je forme une liaison covalente, je prends l'opposé de l'énergie de liaison qui me permet de la casser. L'opposé, c'est-à-dire avec un signe moins, d'où cette soustraction qu'il faut réaliser. Pour réaliser une transformation chimique de combustion, il faut commencer par rompre toutes les liaisons covalentes entre les atomes des réactifs. Cette étape se traduit par le terme sigma, somme, des énergies de liaison, des liaisons covalentes entre X et Y rompues. Le signe positif vient du fait qu'il s'agit de dissociation de liaisons covalentes. Dissociation, c'est donc en accord avec la définition du petit 2, on casse les liaisons. Puis finir par former toutes les liaisons covalentes entre les atomes des produits. Cette étape est traduite par le terme moins sigma des énergies de liaison XY formées. Le signe négatif vient du fait qu'il s'agit de formation de liaisons, c'est-à-dire des transformations opposées à la dissociation de ces mêmes liaisons covalentes. Nous avons donc une formule récapitulative qui est la somme des énergies de liaison rompues moins la somme des énergies de liaison formées. Je vous ai indiqué en exemple quelques valeurs des énergies de liaison usuelles et on vous proposait de revenir sur l'équation de la transformation chimique de combustion complète de l'isooctane, c'est-à dire C8H18 liquide en présence de dioxygène gazeux en excès puisqu'il s'agit d'une combustion complète.
Dans l'exemple qui vous est donné, vous ne pouvez pas le traiter et le comprendre pleinement si vous n'écrivez pas la formule d'isooctane. Donc l'isooctane, c'est des atomes de carbone au nombre de 8 qui sont liés entre eux, bien entendu, et qui sont complétés par des hydrogènes. 3 pour commencer, puis 2, total de 5, puis de 7, puis de 9, puis de 11, puis de 13, puis de 15, et puis 3, 18. On retombe donc toujours sur la même formule, C8H18, puisque 2 fois plus d'atomes d'hydrogène que de carbone, et en plus, il faut rajouter 2 atomes d'hydrogène. Cela permet d'avoir sous les yeux le nombre de liaisons carbone-carbone. Il y en a une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais les barrer en couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 7 liaisons carbone-carbone. Si je regarde bien également, j'ai un nombre de liaisons carbone-hydrogène qui est simple, autant de liaisons que d'hydrogène. Donc 18 liaisons carbone-hydrogène. En considérant le nombre stoichiométrique qui se trouve dans l'équation qui m'est proposée devant la molécule d'isooctane, qui est de 2, cela me donne 2 fois 7 liaisons carbone-carbone et 2 fois 18 liaisons carbone-hydrogène. Pour la molécule de dioxygène, une molécule de dioxygène, sa formule de Lewis, c'est ceci. Cette formule de Lewis du dioxygène me met donc en évidence qu'il y a une seule liaison double oxygène-oxygène entre ces deux atomes d'oxygène. Ainsi, à chaque fois que je vais prendre une molécule de dioxygène, je vais rompre une fois cette liaison. Cela me donne donc 25 liaisons oxygène, liaison double oxygène. 25, j'ai dit. C'était pour la partie réactive. Dans la formule, je trouve donc 2 fois 7 l'énergie de liaison carbone-carbone, plus 2 fois 18 l'énergie de liaison carbone-hydrogène, et 25 fois l'énergie de liaison double oxygène-oxygène. Donc pour l'instant, tout est cohérent. Dès que je passe la frontière entre les réactifs et les produits, cette fois-ci, je dois compter négativement les énergies de liaison. Dans une molécule de dioxyde de carbone, formule de Lewis, rappelez ici, j'ai 2 liaisons doubles carbone-oxygène. J'ai donc 16 fois la liaison double carbone-oxygène multipliée par 2, puisqu'il y en a 2 par molécule de dioxyde de carbone. Pour la molécule d'eau, qui est aussi une molécule qui contient 2 fois la même liaison, oxygène-hydrogène, j'ai donc 2 fois, multiplié par un nombre de molécules d'eau qui est 16, la liaison hydrogène-oxygène. Je me retrouve donc dans la formule avec moins 16 fois 2 l'énergie de liaison carbone double oxygène, moins 16 fois 2 l'énergie de liaison oxygène, liaison simple hydrogène. On obtient une application numérique qui vous est fournie. Ensuite, on vous demandait d'essayer de réévaluer le pouvoir calorifique de l'isooctane, sachant qu'on vous donnait la masse molaire et la masse volumique. La relation entre l'énergie de liaison, entre l'énergie de combustion, donc l'énergie de réaction molaire, et le pouvoir calorifique est relativement simple si on considère